Ah, désolée. Un gros faux départ. J'ai eu un appel important, etc. Du coup, j'avais dû couper. Voilà, vraiment, vraiment désolée. Et désolée de te perturber avec le changement de plateforme. Salut! Alors du coup, normalement j'ai fait enregistrer le live pour pouvoir avoir un replay. J'espère juste que ça va bien fonctionner. Enfin, de toute façon, j'ai cliqué sur enregistrer, donc ça va faire. Alors non, alors parce que je suis très peu présentable actuellement et que non, ça. Mais vous aurez l'exclu tout à l'heure où vous le savez bien. Alors j'attends un petit peu parce que là j'ai eu trop de faux départs. Déjà j'étais en retard, déjà là j'ai dû apprendre. Donc je vais attendre un petit peu voir si ça arrive. J'essaierai de me faire. Hop. Et que je m'y retrouve un petit peu. Alors par moment on te perd ou c'est que alors bah je sais pas. Je sais pas. Là j'avais arrêté de parler 2 secondes, mais je sais pas. Encore une fois, j'ai jamais streamé sur Twitch, donc donc je sais pas si ça va bien fonctionner. J'espère. Hésitez vraiment pas à me dire genre bah là ça fonctionne pas, là ceci, là cela parce que forcément je peux pas m'en rendre compte. Ça fait encore en saccadé du coup preuve de carte ou c'est plus fluide. Salut. Alors du coup preuve de carte disait que le son était un peu en saccadé. Du coup si les autres peuvent me dire si c'est assez fluide au niveau sonore. Pour moi c'est fluide, ok. Ça a l'air d'aller à voir quand tu vas lire. Ok, très bien. Bon, eh bien, je vais commencer. Je vais commencer alors comme on avait fait pour Aragon au début où je vous présente un petit peu l'œuvre, la personne, etc. Alors, j'ai pas fini mon PowerPoint, donc bah désolé, ce sera pas complet. Mais vous aurez les informations suffisantes, les informations importantes. Alors, donc normalement, il faut que je vous fasse ça, que moi j'aille ici et que je fasse ça. Alors j'espère que ça fonctionne bien. En plus là, je peux pas vraiment voir ce que vous écrivez, donc je vais parler un peu dans le vent et je vous lirai après. J'espère que pour le moment ça fonctionne. Donc bah comme vous l'avez vu, bien évidemment, on va parler du livre qui s'appelle Van Gogh, le suicidé de la société, écrit par Antonin Artaud en 1947. Donc, qui est Antonin Artaud? Donc là, c'est la deuxième diapo. Je bascule juste vite fait là pour voir si vous pouvez bien voir la deuxième diapo parce que tout à l'heure, j'avais eu des bugs. Du coup, juste, je vérifie 2 secondes si je m'y retrouve dans toutes ces choses-là. Ok, du coup, là, ce que je vois, c'est que ça a l'air de fonctionner. Ouais, désolée. Alors, en revanche, je crois que vous voyez assez mal les photographies, mais bon, ce n'est point grave. Donc, Antonin Artaud, donc donc ses dates c'est 1896-1948. Donc, j'ai mis des informations qui sont pas forcément très importantes, mais là, en gros, j'ai précisé que sa mère, elle était d'origine turque, juste pour insister sur le fait qu'il a beaucoup voyagé, que ça l'a marqué. Antonin Artaud, c'est quelqu'un qui est très, comment dire, perturbé n'est peut-être pas le bon mot, quoique, mais c'est vraiment une personne très singulière. Donc, par exemple, dans les écoles,
Donc au collège, ça peut se comprendre, mais tout ce qui est lycée et même à l'université, c'est un auteur qui est très 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 peu étudié, voire pas du tout. Donc c'est assez rare en fait qu'on puisse en entendre parler. On va en entendre parler parfois pour le théâtre, mais assez rapidement. Mais c'est quelqu'un vraiment qui ne fait pas vraiment référence dans ce qui est les classiques. Donc par exemple en librairie, tout ça, il va être assez difficile à trouver. Donc c'est assez exceptionnel parfois quand on trouve ses œuvres. Enfin on va en trouver mais une ou deux. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est pas beaucoup étudié. Donc, mais bon, je pense pas que ce soit dû à ces troubles, hein, parce qu'on connaît bien des auteurs qui avaient des troubles aussi et qui sont étudiés. Donc, ces troubles nerveux, ils ont commencé vraiment très très jeune. Donc, comme là, je l'ai noté, vers 5-6 ans, il a déjà eu du coup une méningite. C'est revenu après quand il avait 19 ans, etc. Il allait de maison de santé en maison de santé. Et là, j'ai pas eu le temps de l'indiquer, mais donc spoil en fait, parce que vu que je l'ai pas indiqué. Mais Artaud, il a fini en hôpital psychiatrique. Il y a passé des années, il y a un moment il y est resté 9 ans et il me semble qu'il y allait à d'autres moments aussi. Il était notamment à Rodez, hein, c'est un homme du Sud, il a fait Montpellier, Marseille, tout ça. Et il a subi électrochoc, etc. Vous pouvez vraiment voir, alors là je crois que les photos sont un peu coupées, mais vous voyez vraiment la différence entre Artaud jeune et Artaud quand il était plus âgé. Euh, donc avec tout ce qui est les électrochocs, la consommation de drogue par nécessité, etc. Ça, c'est ce que je vais préciser après. Donc voilà, une vie vraiment, vraiment compliquée. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc ensuite, il arrive à Paris dans les années 20. Je vous refais pas un topo de Paris dans les années 20, on l'avait déjà fait avec Aurélien d'Aragon. Et c'est vraiment le moment où il va côtoyer les artistes, hein. Il va côtoyer comme je l'ai marqué, une comédienne, des dramaturges, les surréalistes, les dadaïstes, etc. Enfin, il entre vraiment dans cette ère culturelle. Donc c'est là où sa vie littéraire va vraiment commencer. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais oui, il commence à écrire pour dire qu'il ne peut rien écrire en fait. Il se pose vraiment beaucoup de questions sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est capable de dire, comment dire, sur la capacité, la création littéraire, etc. Et donc, comme je l'ai dit, il va souvent prendre des drogues, il s'en plaint, il se plaint de ce besoin, il va beaucoup attaquer la médecine, mais vraiment énormément. Il dit que c'est la médecine qui rend les gens malades, en fait, que c'est la médecine qui va exacerber les maladies psychiatriques parce qu'elles sont mal prises en charge, etc. Et que c'est en étant finalement enfermé, en subissant les électrochocs, en nous faisant consommer ces drogues-là, etc. par la médecine, en fait, c'est ça qui va accentuer les troubles psychiques. Mais en même temps, il en fait l'éloge de la drogue en disant que ça libère vraiment la création, les mêmes choses qu'on pouvait avoir chez Rimbaud et compagnie, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour un petit peu le portrait d'Antonin Artaud. Donc là il va y avoir des diapos qui sont mal faites. Je passe à celle qui est bien faite. Donc pour vous résumer un petit peu l'œuvre, donc l'œuvre qu'on va étudier. Donc elle a eu donc les éloges de la critique, en prix Sainte-Beuve, etc. en 1948. Et alors pourquoi est-ce qu'il a décidé d'écrire ce livre Artaud? Donc, en fait, il y a eu un psychiatre, donc j'ai peur de mal dire son nom de famille, donc François Joachim-Bert, qui considérait Van Gogh comme relevant d'une schizophrénie du type dégénéré. Il a écrit ça dans l'œuvre qui s'appelle Du démon de Van Gogh. Donc on sait que Van Gogh, pareil, c'était un peu compliqué, enfin j'ai pas eu le temps de finir mes recherches, mais ce qu'on sait, enfin vous savez, vous connaissez le fameux épisode de l'oreille coupée, il se serait tiré dessus, enfin tiré dans la poitrine, etc. Enfin pareil, consommation de drogue et tout. Il a été très très pauvre, je crois aussi, Van Gogh. Il n'a pas du tout vécu de son œuvre, de son vivant. Enfin, ça a été très compliqué. Et il y a eu une exposition qui lui a été dédiée, donc comme je l'ai marqué en 47, et c'est lors de cette exposition qu'ont été publiés des extraits de ce que le psychiatre avait dit en considérant Van Gogh comme un fou.
Un an avant, il y avait déjà donc quelqu'un, Pierre Loeb, je suppose qu'on le prononce comme ça, qui suggéra à Artaud d'écrire sur Van Gogh avec l'argument que, comme quoi Artaud, comme il a séjourné en hôpital psy, il devrait comprendre la folie de Van Gogh, en gros. Les fous chez les fous, quoi. Et quand Artaud il a découvert les écrits du psychiatre, ça l'a vraiment, il s'est opposé à ça, il s'est insurgé, etc. Et il a fait beaucoup d'écrits à ce sujet, donc notamment je vous ai mis un extrait dans sa lettre sur Lautréamont. Il a dit: c'est ainsi qu'on a fermé la bouche à Baudelaire, à Edgar Poe, à Gérard de Nerval et aux contes impensables de Lautréamont, parce qu'on a eu peur que leur poésie ne sorte des livres et ne renverse la réalité. Donc pour Artaud, ces écrivains, ils trouent la pensée et les peintres foudroient la pensée, perforent le regard. Donc en fait, Artaud, il va vraiment s'intéresser comme ça aux figures marginales, donc vraiment celles qui sont en dehors de la marge. Comme vous le savez, en général, quand on est en dehors de la marge, on est considéré de façon très péjorative. Et d'ailleurs, même les impressionnistes, etc., ou Van Gogh ici un petit peu attardé, ils étaient considérés comme fous en fait, comme faisant de la mauvaise peinture. Alors, je regarde juste ce que vous avez écrit. Euh, alors, oui, du coup, mon pseudo, le nom que j'utilise, si c'est bien ça ta question, preuve de carte, oui, ça vient de ça. Enfin, j'aime beaucoup Artaud, je suis très loin d'être une spécialiste de lui, vraiment, j'ai jamais étudié tout ça, tout ça. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup comme ça les auteurs qui vont être considérés comme fous, ceux qui en général ont, j'ai envie de dire ont dégénéré, mais je pense que c'est pas forcément le bon terme, mais ces auteurs un peu à la marge qui étaient pas bien et puis finalement qui voyaient, comme le dit lui-même Artaud, qui voyaient les choses différemment euh, par leur folie en fait. Donc moi, ces auteurs-là, ces peintres-là, ces artistes-là m'intéressent vraiment particulièrement d'être dans quelque chose de complètement autre. Donc oui, Artaud, ça vient de là. Alors, oui, que des gens de qualité, bah bien sûr, si vous êtes là, c'est forcément des gens de qualité qui sont sur ce stream. Et oui, du coup, il a fait un petit peu un petit tour d'hôpital psychiatrique, etc. Et ouais, gros glow down. Et encore, je vous ai pas mis une image, enfin une photographie de lui qui est vraiment, enfin. Donc alors il a fait aussi des émissions radio, donc notamment pour en finir avec le jugement de Dieu. Donc il a écrit, on peut les entendre sur YouTube normalement. Il a fait un écrit donc qui s'appelle, je vous fais très brièvement parce que j'ai pas eu le temps de le noter, qui s'appelle Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Donc Héliogabale, c'est un empereur romain qui a vraiment existé, mais bon, j'ai assez peu de connaissances là-dessus, du coup je vais pas m'étendre plus que ça sur qui est Héliogabale, mais il se met à sa place dans cet écrit. Donc il a théorisé le théâtre, comme je l'ai dit. Dans sa théorie du théâtre, en gros, il parle du théâtre de la cruauté. Il dit que vraiment, enfin en gros, maintenant les personnes se font chier quand elles vont au théâtre. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'elles se font chier? Parce que les acteurs, ils jouent pas assez bien. Et il dit vraiment, les acteurs, il faut qu'ils brûlent sur scène, dans le sens où il faut vraiment qu'ils incarnent le personnage. C'est en ça qu'il parle un petit peu de violence. Il a traduit aussi un roman qui s'appelle Le Moine, qui existe en film avec Vincent Cassel d'ailleurs, qui joue le moine, il me semble. Et c'est pareil, c'est un roman où on a du surnaturel, du démoniaque, toutes ces choses-là, mêlées forcément, vu le titre, à du religieux. Enfin voilà, et plein de choses un petit peu comme ça. Oui, avec Vincent Cassel. Alors c'était bah oui, bah désolé. Désolé, j'ai pas choisi l'acteur, mais en tout cas, il joue dedans, puis on est vraiment dans quelque chose d'un peu ésotérique, etc. Il a écrit aussi les nouveaux écrits de Rodez, donc des lettres. Il y a beaucoup de lettres, en fait, on a beaucoup de correspondances d'Artaud, donc quand il était en hôpital psychiatrique, etc. Alors, je sais plus, mais ouais, il y a une sorte de drague, etc. Mais en fait, c'est le diable. Enfin, vraiment, il y a un truc avec le diable, etc.
Donc voilà. Mais je sais pas sur quelle plateforme il peut être disponible, etc. Alors c'est pas du tout grave si t'es en retard au Verre Disruptif. Là je faisais juste une très longue introduction pour présenter un petit peu qui est Artaud et c'est quoi l'œuvre vraiment qu'on va lire. Donc pour résumer, hein, je vais faire très très simple pour Over Disruptif. Artaud, c'était un personnage un peu décalé, qui a fini en HP, électrochoc, etc. Et qui avait vraiment un autre regard sur la création littéraire, la création artistique. Il dit qu'on est empêché de créer vraiment ce qu'on veut. Et du coup, Artaud, il va aller chercher vraiment parfois dans des thèmes... il va souvent parler des sels, donc de la merde, hein, vraiment. Il y a, dans ses enregistrements radiophoniques, il y a des moments où il est là, il fait le caca, comme ça. Enfin, vraiment, il va chercher dans tous ces sujets-là. On retrouve beaucoup d'allusions au sexe, hein, que ce soit le sexe féminin, le sexe masculin, enfin, les excréments, tout ça. Enfin, il va vraiment chercher dans des thèmes, dans des thèmes qui sont vraiment marginaux. Il va vraiment puiser aussi parfois son inspiration dans la folie, et il y a des choses parfois qui semblent n'avoir aucun sens. On va le voir dans ce qu'on va lire. Ah non mais Artaud est très particulier. Donc voilà. Donc, je vais commencer du coup cet essai. Hein, comme on l'a dit, il a eu le prix pour un essai. Et donc pour Robert Disruptif qui arrivait un peu en retard, donc Van Gogh, le suicidé de la société, c'est en fait Artaud, il va prendre la défense de Van Gogh, qui était considéré comme un fou, comme un schizophrène de type dégénéré. Et Artaud était contre ça, en fait, et il va étudier un petit peu l'impact de la société sur la création artistique. Ouais, c'est complètement autre chose que Stendhal. Hein. Artaud, c'est très particulier. Hein. C'est assez particulier. Donc c'est parti, je commence à lire et bien sûr je compte absolument sur vous pour réagir dans le chat. Yeah, je compte sur vous. C'est parti. On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et mis en rage tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel. C'est le premier paragraphe et je pense que vous avez un portrait parfait de qui est Artaud et peut-être de pourquoi est-ce qu'il n'est pas étudié finalement. Donc en gros, bah ici, Artaud il prend vraiment la défense de Van Gogh en disant on l'accuse lui, mais à côté on laisse passer d'autres choses en fait. Alors j'extrapole. J'extrapole complètement, mais c'est comme ce qu'on peut trouver dans des écrits de Montaigne ou quoi que ce soit, où en fait, parfois on accuse certaines personnes, ce qu'il va dire dans Des cannibales, on va accuser les cannibales d'être complètement déviants, etc., d'être des barbares, et en fait Montaigne, il nous dit, alors que franchement, ce qui se passe dans le monde, et même dans notre société, on peut se demander s'il n'y a pas des choses qui sont pires, etc., et pourtant ça on s'en occupe pas. Donc ici, Artaud nous dit un petit peu la même chose, mais à sa manière. Donc je pense que du coup, vous êtes un peu prévenus de ce qu'est la littérature d'Artaud. On poursuit. Allez, c'est parti. Et ceci n'est pas une image, mais un fait, abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la Terre. Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d'anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique, car ce n'est pas l'homme, mais le monde qui est devenu un anormal, de malhonnêteté voulue et d'insignes tartufferie, de mépris crasseux de tout ce qui montre race, de revendication d'un ordre tout entier basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice, de crime organisé, enfin. Oui, alors vraiment, désolé prof de carte, vraiment désolé. Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure
à ne pas sortir de sa maladie. Alors vous savez, on est vraiment dans les années, notamment avec les surréalistes, etc. Euh... Salut, c'est pas grave, c'est pas grave. On est aussi dans les années où on découvre tout ce qui va être la psycho, en fait, avec tout ce qui va être Freud, etc., la conscience, toutes ces choses-là, des choses qui ont beaucoup inspiré les surréalistes. Donc on est vraiment dans ce monde-là, et on n'oublie pas que là on est en 47, Artaud, voilà, là, il a fait ses séjours dans 9 ans dans un hôpital psy, électrochoc et compagnie. Enfin, on est, je vous remets un petit peu dedans. C'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination le gênaient. Bah oui, c'est Artaud, il a des ouais. Gérard de Nerval n'était pas fou. Alors, avant de venir là-dessus, donc Nerval était un poète, alors de 1800, c'est-à-dire le 19e siècle. Et Nerval, bon, il a une très belle poésie, etc. Et en fait, il a été retrouvé mort. Et on ne sait pas exactement ce qui a causé cette mort. On ne sait pas si c'est un suicide, s'il a été assassiné, etc. Mais on penche plus pour le suicide. Et en fait, il a été retrouvé pendu à un réverbère dans la rue. Donc voilà. Et Nerval, vous le saurez, son nom de famille, ce n'est pas son vrai nom de famille. À l'envers, ça fait Laurent, et c'était le nom de famille de sa mère. Enfin, voilà. Donc Gérard de Nerval n'était pas fou, mais il fut accusé de l'être afin de jeter le discrédit sur certaines révélations capitales qu'il s'apprêtait à faire. Et outre que d'être accusé, il fut encore frappé à la tête, physiquement frappé à la tête une certaine nuit, afin de perdre la mémoire des faits monstrueux qu'il allait révéler, et qui, sous l'action de ce coup, passèrent en lui sur le plan supranaturel, parce que toute la société, occultement liguée contre sa conscience, fut à ce moment-là assez forte pour lui faire oublier leur réalité. Donc là, je vous avoue, je ne sais plus exactement de quoi il parle à propos de Nerval et dans ce qu'il devait révéler. Il faudrait que je recherche là-dessus. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de mœurs que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui même des institutions. Et même la nature extérieure, avec ses climats, ses marées, ses tempêtes d'équinoxe, ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Donc oui, il y a des théories de peinture qui disent que, en fait, il me semble que c'est Proust qui dit ça, mais je sais plus dans quelle œuvre, où en fait il dit que une fois qu'on a vu une peinture, après on voit le monde à travers cette peinture, qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas et qu'on voit grâce à la peinture. Et il y a eu le cas avec comment il s'appelle là, Turner, William Turner, donc un Britannique, et qui a peint le brouillard, etc. Et on dit que c'est lui qui a montré le brouillard aux Britanniques, en fait, qui avant ne voyaient pas toute cette suie, toute cette fumée, etc. Et que c'est vraiment grâce aux peintres, grâce aux artistes, grâce aux poètes, qu'on peut voir les choses qui étaient sous nos yeux, mais qu'on ne voyait pas, en fait. Donc là, on retrouve un petit peu la même théorie chez Artaud. À plus forte raison, sur le plan social, les institutions se désagrègent, et la médecine fait figure de cadavre inutilisable et éventé, qui déclare Van Gogh fou. En face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie n'est plus qu'un réduit de gorilles, eux-mêmes obsédés et persécutés, et qui n'ont, pour pallier les plus épouvantables états de l'angoisse et de la suffocation humaine, qu'une ridicule terminologie, digne produit de leur cerveau taré. Pas un psychiatre, en effet, qui ne soit un érotomane notoire. Faudrait que je retrouve érotomane, ce que ça veut dire, mais on a peut-être Eros qui revient dedans. Et je ne crois pas que la règle de l'érotomanie invétérée... Alors attendez, faut que je recherche... Ah non, j'ai fait... je voulais faire un nouvel onglet, mais je suis pas sur internet pour érotomane. Érotomane, je ne sais plus.
ou syndrome de Clérambault et la conviction délirante d'être aimé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'on avait le Eros. Donc l'érotomanie, c'est quand on a vraiment la conviction et que ça nous mène au délire, et la conviction d'être aimé. Ok, d'accord. Hop, je reviens dessus. Et je ne crois pas que la règle de l'érotomanie invétérée des psychiatres puisse souffrir aucune exception. J'en connais un qui se rebella, il y a quelques années, à l'idée de me voir ainsi, accusé en bloc tout le groupe de hautes crapules et de faiseurs patentés auquel il appartenait. Moi, monsieur Artaud, me dit-il, je ne suis pas un érotomane, et je vous défie bien de me montrer un seul des éléments sur lesquels vous vous basez pour porter votre accusation. Je n'ai qu'à vous montrer vous-même, docteur L. Alors ici, on n'a pas le nom. Et en fait, on se demande un peu de qui il parle. On se demande s'il parlerait pas de Lacan, vu qu'en plus, on est dans la psycho, etc. Donc, mais ici, il y a une incertitude. Ah, attends, 2 petites secondes. Okay. Je reprends. Je n'ai qu'à vous montrer vous-même, docteur L, comme élément. Vous emportez sur votre gueule le stigmate bougre d'ignoble saligo. C'est la binette de qui introduit sa proie sexuelle sous la langue et la retourne ensuite en amande pour faire figue d'une certaine façon. Cela s'appelle faire son beurre et trier son propre persil. Si dans le coït vous n'avez pas obtenu de glousser et de la glotte d'une certaine façon que vous connaissez, et de gargouiller en même temps du pharynx, de l'œsophage, de l'urètre et de l'anus, vous ne pouvez pas vous déclarer satisfait. Et il y a dans votre tressautement organique interne un certain pli que vous avez pris, lequel est le témoin incarné d'un stupre immonde, et que vous cultivez d'année en année, de plus en plus, parce que socialement parlant, il ne tombe pas sous le coup de la loi, mais il tombe sous celui d'une autre loi, où c'est toute la conscience lésée qui souffre. Parce qu'en vous comportant de la sorte, vous l'empêchez de respirer. Donc on est toujours dans ces thèmes-là, hein, tout ce qui est le sexe, l'anus, etc. Thème très cher à Artaud. Le monsieur, ça... oui, non, mais ça revient tout le temps. Dans ces œuvres, ça revient tout le temps, l'anus, le sexe, etc. Surtout le sexe maternel, etc. Ça revient, ça revient vraiment très souvent. Alors, je reprends. Vous décrétez de délire la conscience qui travaille, tandis que, d'autre part, vous l'étranglez avec votre ignoble sexualité. Et voilà justement le plan où le pauvre Van Gogh était chaste, chaste comme un séraphin ou une vierge ne peut pas l'être, parce que c'est eux, justement, qui ont fomenté et alimenté à l'origine la grande machine du péché. Peut-être d'ailleurs, docteur L, êtes-vous de la race des séraphins iniques, mais par grâce, laissez les hommes tranquilles. Le corps de Van Gogh, sauf de tout péché, fut sauf aussi de la folie, que d'ailleurs le seul péché apporte. Et je ne crois pas au péché catholique, mais je crois au crime érotique, dont justement tous les génies de la terre, les aliénés authentiques des asiles se sont gardés, ou alors c'est qu'ils ne furent pas authentiquement des aliénés. Je suis désolée pour tes sushis, prof de cartes. Qu'est-ce qu'un aliéné authentique? C'est un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où socialement on l'entend, que de forfaire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. C'est ainsi que la société a fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complice de certaines hautes saletés. Car un aliéné est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Mais dans ce cas, l'internement n'est pas sa seule arme, et le rassemblement concerté des hommes a d'autres moyens pour venir à bout des volontés qu'il veut briser. En dehors des petits envoûtements des sorciers de campagne, il y a les grandes passes d'envoûtements globaux auxquelles toute la conscience alertée participe périodiquement.
C'est ainsi qu'à l'occasion d'une guerre, d'une révolution, d'un bouleversement social encore dans l'œuf, la conscience unanime est interrogée et s'interroge, et qu'elle porte aussi son jugement. Il peut aussi lui arriver d'être suscitée et sortie d'elle-même à propos de certains cas individuels retentissants. C'est ainsi qu'il y a eu des envoûtements unanimes à propos de Baudelaire, d'Edgar Poe, de Gérard de Nerval, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Hölderlin, de Coleridge, et il y a eu à propos de Van Gogh. Cela peut se passer pendant le jour, mais cela se passe de préférence en général pendant la nuit. C'est ainsi que d'étranges forces sont soulevées et amenées dans la voûte astrale, dans cette espèce de coupole sombre que constitue par-dessus toute la respiration humaine la venimeuse agressivité du mauvais esprit de la plupart des gens. C'est ainsi que les quelques rares bonnes volontés lucides qui ont eu à se débattre sur la terre se voient à de certaines heures du jour ou de la nuit au fond de certains états de cauchemar authentiques et réveillés, entourés de la formidable succion, ou succion je pense il faut le prononcer, de la formidable oppression tentaculaire d'une espèce de magie civique que l'on verra bientôt apparaître dans les mœurs à découvert. En face de cette unanime saleté qui d'un côté a le sexe et de l'autre d'ailleurs la messe ou tels autres rites psychiques comme base ou point d'appui, il n'y a pas de délire à se promener la nuit avec un chapeau attaché de 12 bougies pour peindre sur le motif un paysage. Car comment le pauvre Van Gogh y aurait-il fait pour s'éclairer, comme le faisait si justement remarquer l'autre jour notre ami l'acteur Roger Blin. Quant à la main cuite, c'est de l'héroïsme pur et simple. Quant à l'oreille coupée, c'est de la logique directe. Et, je le répète, un monde qui, jour et nuit, et de plus en plus mange l'immangeable pour amener sa mauvaise volonté à ses fins, n'a sur ce point qu'à la boucler. Donc ça, c'était la première partie, et ensuite on va passer au post-scriptum. J'espère que ça vous plaît jusque-là, surtout si vous êtes en plein repas. Ok, du coup on va passer à l'autre partie, du coup la partie post-scriptum. Van Gogh n'est pas mort d'un état de délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de cette humanité, celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Et où est dans ce délire la place du moi humain ? Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie, avec une énergie et une détermination étranges. Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir, mais au contraire, il venait d'y parvenir et de découvrir ce qu'il était, et qui il était, lorsque la conscience générale de la société pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida. Et cela se passa avec Van Gogh, comme cela se passe toujours d'habitude, à l'occasion d'une partouze, d'une messe, d'une absoute, ou de tel autre rite de consécration, de possession, de succubation ou d'incubation. Elle s'introduisit donc dans son corps, cette société, absoute, consacrée, sanctifiée et possédée. Effaça en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre, et telle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea d'un dernier ressaut, et, prenant sa place, le tua. Car c'est la logique anatomique de l'homme moderne de n'avoir jamais pu vivre, ni penser vivre, qu'en posséder. Voilà, c'était le post-scriptum. Et on va passer du coup à la troisième partie, donc qui est tout simplement intitulée Le suicidé de la société. Je vais juste me chercher à boire, j'arrive tout de suite.
Me revoilà. J'espère que quand même t'arrives tout de même à dîner prof de cartes, malgré, malgré cette merveilleuse lecture. Allez, je reprends. Donc la troisième partie, comme je l'ai indiqué, intitulée Le suicidé de la société. La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps. Lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion. Et inerte. Comme sous le terrible coup de boutoir de cette force d'inertie dont tout le monde parle à mots couverts et qui n'est jamais devenue si obscure que depuis que toute la terre et la vie présente se sont mêlées de l'élucider. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Cardés par le coup de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est, d'autre part, en train de métamorphoser. Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire. Non dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique, tout court. J'espère que ça va pas trop froisser les historiens et historiennes ici présentes le terme d'histoire historique. Car il n'y a pas de famine, d'épidémie, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre qui rebroussent les monades de l'air, qui tordent le cou à la figure torve de Fama Fatoum, le destin névrotique des choses, comme une peinture de Van Gogh sortie au jour, remise à même la vue, l'ouïe, le tact, l'arôme sur les murs d'une exposition. Enfin lancée, à neuf dans l'actualité courante, réintroduite dans la circulation. Il n'y a pas dans la dernière exposition Van Gogh au Palais de l'Orangerie toutes les très grandes toiles du malheureux peintre. Mais il y a parmi celles qui sont là assez de défilés giratoires constellés, de touffes de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'un if, de soleils violacés tournant sur des meules de blé d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh, pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments, Van Gogh a tiré ces espèces de chants d'orgue, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre, enfin, d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ces corbeaux peints, 2 jours avant sa mort, ne lui ont, pas plus que ces autres toiles, ouvert la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte par Van Gogh ouverte d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme avec, dans le ventre, le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec, au-dessous, une espèce de plaine livide, peut-être, vide, en tout cas, où la couleur lit de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sable des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver pour peindre ces corbeaux ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre sous les ailes des corbeaux fastes, fastes pour le seul Van Gogh sans doute, et, d'autre part, fastueux augure d'un mal qui, lui, ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre, la frange ténébreuse insolite du vide montant d'après l'éclair.
Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Mais en tout cas, enfin, c'est super intéressant. Enfin, je suis passionnée par ça. Mais l'idée vraiment de la comment dire, une sorte d'osmose vraiment entre le peintre et la peinture, enfin où ce que Van Gogh se fait est vraiment transposé dans sa peinture avec ce qu'il nous dit avec la rate, etc. Et enfin, je trouve ça super poétique. Enfin, je trouve ça très 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 beau en tout cas. Ok, je reprends. Et pourtant, tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme le tableau. Digne accompagnement à la mort de celui qui, durant sa vie, fit tournoyer tant de soleils ivres sur tant de meules en rupture de banne ou de ban, je sais plus trop comment on doit le prononcer, et qui, désespéré, un coup de fusil dans le ventre, ne sut pas ne pas inonder de sang et de vin un paysage, tremper la terre d'une dernière émulsion, joyeuse à la fois et ténébreuse, d'un goût de vin aigre et de vinaigre taré. J'espère vraiment que vous verrez les peintures de Van Gogh différemment après cela. C'est ainsi que le ton de la dernière toile peinte par Van Gogh est, lui qui, d'autre part, n'a jamais dépassé la peinture, d'évoquer le timbre abrupt et barbare du drame élisabétain le plus pathétique, passionnel et passionné. C'est ce qui me frappe le plus dans Van Gogh, le plus peintre de tous les peintres, et qui, sans aller plus loin que ce qu'on appelle et qui est la peinture, sans sortir du tube, du pinceau, du cadrage, du motif et de la toile pour recourir à l'anecdote, au récit, au drame, à l'action imagée, à la beauté intrinsèque du sujet ou de l'objet, est arrivé à passionner la nature et les objets de telle sorte que tel fabuleux conte d'Edgar Poe, d'Herman Melville, de Nathanael, je sais plus trop comment on doit le prononcer, Hawthorne, je pense, je suis désolée s'il y a des Britanniques ici, d'Hawthorne, de Gérard de Nerval, d'Achim Arnim, ou Arnin, je ne sais pas non plus, je suis navrée pour ma prononciation, ou d'Hoffmann, n'en dit pas plus long sur le plan psychologique et dramatique que ces toiles de 4 sous. Ces toiles, presque toutes d'ailleurs, et comme par un fait exprès, de médiocre dimension. Un bougeoir sur une chaise, un fauteuil de paille verte tressé, un livre sur le fauteuil, et voilà le drame éclairé. Qui va entrer? Sera-ce Gauguin ou un autre fantôme? Tiens, d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de Gauguin parce que Vincent Cassel a aussi joué dans un film. Je l'ai pas vu le film, hein, mais avec Gauguin, il me semble qu'il retrace, enfin avec Gauguin, n'importe quoi, c'est une très mauvaise formulation, mais sur la vie de Gauguin. Et il me semble que c'est Vincent Cassel qui jouait Gauguin. Et en plus, Artaud a écrit Le Moine et interprété par Vincent Cassel. Non mais non mais c'est cocasse tout de même que ces ponts soient faits, enfin qu'il y ait ces liens. Je sais plus comment il s'appelait là le film avec Gauguin. Enfin, faut que j'arrête de dire avec Gauguin parce que c'est complètement faux, mais sur Gauguin à propos de Gauguin, je ne sais plus. Sera-ce Gauguin ou un autre fantôme? Le bougeoir allumé sur le fauteuil de paille indique, paraît-il, la ligne de démarcation lumineuse qui sépare les deux individualités antagonistes de Van Gogh et de Gauguin. L'objet esthétique de leur dispute n'offrirait, si on le racontait, pas grand intérêt peut-être, mais il devait indiquer, entre les deux natures de Van Gogh et de Gauguin, une scission humaine de fond. Alors je ne sais plus quel était le lien entre Van Gogh et Gauguin. Je crois que Van Gogh, il avait fait un autoportrait pour Gauguin. Mais à part ça, je ne connais plus trop leur relation. Et si je m'étais prise un peu plus tôt, j'aurais pu le mettre dans mon PowerPoint. Mais bon, j'ai un petit peu mal fait mon travail. C'est assez mal.
Je crois que Gauguin pensait que l'artiste doit rechercher le symbole, le mythe, agrandir les choses de la vie jusqu'au mythe, alors que Van Gogh pensait qu'il faut savoir détruire le mythe des choses les plus terre-à-terre de la vie. En quoi je pense, moi, qu'il avait foutrement raison. Car la réalité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. Il suffit d'avoir le génie de savoir l'interpréter. Ce qu'aucun peintre avant le pauvre Van Gogh n'avait fait, ce qu'aucun peintre ne fera plus après lui. Car je crois que cette fois-ci, aujourd'hui même, maintenant, en ce mois de février 1947, c'est la réalité elle-même, le mythe de la réalité même, la réalité mythique elle-même qui est en train de s'incorporer. Ainsi, nul depuis Van Gogh n'aura su remuer la grande cymbale, le timbre supra-humain, perpétuellement supra-humain, suivant l'ordre refoulé duquel les objets de la vie réelle sonnent, lorsqu'on a su avoir l'oreille assez ouverte pour comprendre la levée de leur mascaré. C'est ainsi que la lumière du bougeoir sonne, que la lumière du bougeoir allumé sur le fauteuil de paille verte sonne comme la respiration d'un corps aimant devant le corps d'un malade endormi. Elle sonne comme une étrange critique, un profond et surprenant jugement, dont il semble bien que Van Gogh puisse nous permettre de présumer la sentence plus tard, beaucoup plus tard, au jour où la lumière violette du fauteuil de paille aura achevé de submerger le tableau. Et on ne peut pas ne pas remarquer cette coupure de lumière lilas qui mange les barreaux du grand fauteuil torve, du vieux fauteuil écarquillé de paille verte, bien qu'on ne puisse pas tout de suite la remarquer. Car le foyer en est, comme placé ailleurs, et sa source étrangement obscure, comme un secret dont le seul Van Gogh aurait, sur lui-même, gardé la clé. Et petit cœur, là, sur Artaud, vous ne pouvez pas le voir, mais qui a écrit clé avec un F, du coup, petit ou gros cœur sur lui. Si Van Gogh n'était pas mort à 37 ans, je n'en appellerais pas à la grande pleureuse pour me dire de quel suprême chef-d'œuvre la peinture eût été enrichie. Car je ne peux pas, après les corbeaux, me résoudre à croire que Van Gogh eût peint un tableau de plus. Je pense qu'il est mort à 37 ans parce qu'il était, hélas, arrivé au bout de sa funèbre et révoltante histoire de garrotté d'un mauvais esprit. Car ce n'est pas de lui, du mal de sa folie propre, que Van Gogh a quitté la vie. C'est sous la pression du mauvais esprit, qui, à 2 jours de sa mort, s'appela le docteur Gachet, improvisé psychiatre, et qui fut la cause directe, efficace et suffisante de sa mort. J'ai acquis, en lisant les lettres de Van Gogh à son frère, la conviction ferme et sincère que le docteur Gachet, psychiatre, détestait en réalité Van Gogh, peintre, et qu'il le détestait comme peintre, mais par-dessus tout comme génie. Il est à peu près impossible d'être médecin et honnête homme. Mais il est crapuleusement impossible d'être psychiatre sans être en même temps marqué au coin de la plus indiscutable folie, celle de ne pouvoir lutter contre ce vieux réflexe atavique de la tourbe et qui fait de tout homme de science pris à la tourbe une sorte d'ennemi né et inné de tout génie. La médecine est née du mal, si elle n'est pas née de la maladie, et si elle a, au contraire, provoqué et créé de toutes pièces la maladie pour se donner une raison d'être. Mais la psychiatrie est née de la tourbe populacière, des êtres qui ont voulu conserver le mal à la source de la maladie et qui ont ainsi extirpé de leur propre néant une espèce de garde suisse pour saquer à sa base l'élan de rébellion revendicatrice qui est à l'origine du génie. Il y a dans tout dément un génie incompris, dont l'idée qui luisait dans sa tête fit peur,
et qui n'a pu trouver que dans le délire une issue aux étranglements qui lui avaient préparé la vie. Que lui avait préparé la vie, pardon. Donc ici, je fais juste une petite pause. On voit encore la nécessité, en fait, enfin, la nécessité. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la littérature, de dire que tout ce qui est les grands écrivains, les grands peintres, enfin, les grands artistes, dans tous les cas, ce sont vraiment des personnes qui sont complètement à part, en fait, qui ont accès à autre chose, en quelque sorte. Et ce sont ces personnes-là qui ont du génie. Ce sont des personnes qui auraient accès à à un autre état psychique, en fait, en quelque sorte. Je reprends. Le docteur Gachet ne disait pas à Van Gogh qu'il était là pour redresser sa peinture, comme je me suis entendu dire par le docteur Gaston Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez, qu'il était là pour redresser ma poésie. Mais il l'envoyait peindre sur le motif, s'enterrer dans un paysage pour échapper au mal de penser. Seulement, dès que Van Gogh avait tourné la tête, le docteur Gachet lui fermait le commutateur de la pensée. Comme, sans penser à mal, mais un de ces plis du nez dépréciatif d'un anodin quelque chose où tout l'inconscient bourgeois de la terre a inscrit la vieille force magique d'une pensée 100 fois refoulée. Carto, il a beaucoup écrit sur la magie aussi, hein, la magie noire, toutes ces choses-là. Ce n'est pas seulement le mal du problème que ce faisant le docteur Gachet lui interdisait, mais le semis souffrait. L'affre du clou tournant dans le gosier de l'unique passage. Avec quoi Van Gogh, tétanisé, Van Gogh en porte-à-faux sur le gouffre du souffle peignait. Car Van Gogh était une terrible sensibilité. Il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à regarder sa figure, toujours comme pantelante, et aussi par certains côtés ensorcelante de boucher, comme d'un antique boucher assagi, et maintenant retiré des affaires. Cette figure mal éclairée me poursuit. Van Gogh s'est représenté lui-même dans un très grand nombre de toiles, et si bien éclairées qu'elles fussent, j'ai toujours eu cette pénible impression qu'on les avait fait mentir sur la lumière, qu'on avait enlevé à Van Gogh une lumière indispensable pour creuser et se tracer sa route en lui. Donc là, je refais une petite pause. Juste, enfin, pour ceux qui ne savent pas, les classiques de Van Gogh, vous pouvez beaucoup en voir, là, notamment l'autoportrait que je vous ai présenté là sur le Twitch. Ils sont au musée d'Orsay. Alors oui, je sais, les musées sont fermés, tout ça, mais vous pourrez les voir au musée d'Orsay. Avant, ils étaient au rez-de-chaussée à droite, et en fait, maintenant, ils les ont bougés. Donc, je crois qu'ils sont au enfin ils sont à l'étage. En tous les cas, ils sont passés à l'étage maintenant. Et il y a ces classiques, hein. Enfin il y a cet autoportrait là, etc. Et d'autre part, là Artaud il nous parle de la lumière. Et c'est vrai que la lumière, c'est super important pour la mise en scène d'une peinture. Si vous allez par exemple là, il me semble que c'est à l'orangerie justement, là où il y a les nymphéas. Alors, honte à moi, je confonds toujours Monet Manet à cause de la voyelle, mais c'est là où il y a les nymphéas. Et, euh, et ce musée est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est super mal foutu, la lumière est ignoble, les couleurs sont moches, et du coup ça rend vraiment pas honneur à cette peinture, enfin à ces immenses peintures que sont les nymphéas. C'est ah ouais, non mais c'est horrible, hein. On y était allé, enfin, c'était moche, enfin c'était décevant quoi. On s'était dit ouais, on va voir etc. parce que c'est quand même impressionnant normalement les nymphéas etc. Et ce musée est décevant. Allez-y si jamais vous avez envie d'y aller par curiosité pour voir peut-être à quel point c'est de la merde, mais vous attendez vraiment pas à être surpris ou surprise à vous dire Arto, elle avait dit que c'était de la merde, mais peut-être qu'en fait c'est bien, etc. Non, non, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment dommage, quoi. Non, mais c'est super mal foutu. C'est archi décevant, quoi.
C'est vraiment dommage. Et, oui, en plus, oui, c'est vrai, il y avait toutes ces Instagrammeuses, etc., qui étaient là à se prendre en selfie devant les nymphéas, mais je vous jure, la lumière est dégueulasse, mais c'est horrible. Franchement, je vous déconseille. Allez plutôt vous promener dans le parc qui est juste à côté. Putain, il est super connu, comment ça s'appelle? Bah, c'est les Tuileries. Allez vous promener aux Tuileries où il y a les statues, etc., qui reprennent les mythes avec le centaure, etc. Allez au Louvre, même si le Louvre, c'est pareil, c'est super chiant le Louvre. Enfin, c'est trop grand, quoi. Enfin, c'est trop grand, tu t'y perds, c'est un labyrinthe, c'est vraiment relou, quoi. Mais bon, il y a quand même des peintures intéressantes. Si ce n'est que la Joconde, maintenant, c'est super chiant pour aller voir la Joconde. Avant, moi, j'avais eu la chance, à un moment, j'y étais allée, et il y avait personne dans la salle de la Joconde. Du coup, bah, c'était cool. Et non, mais en vrai, Paris, enfin, j'adore Paris. J'aime vraiment Paris. Mais il y a les musées ils sont super mal faits. Et en fait, maintenant, pour la Joconde, c'est très mal foutu. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous avez une salle où vous avez un mur avec la Joconde, mais à droite et à gauche, vous avez d'autres peintures. Et bah forcément, qui n'ont rien à voir. Et en fait, vous le savez, la Joconde, c'est tout petit, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un circuit, vous savez, avec les sortes de bandeaux noirs, comme quand on attend, je sais pas, dans une file, en fait, tout simplement. Et du coup, il faut faire la queue. Il faut faire la queue pour voir la Joconde. Et il y a un espace en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas trop s'approcher de la Joconde et du coup on voit pas très très bien. Et en fait on a vachement la pression parce que toi t'es là, c'est à ton tour, c'est à ton tour de regarder la Joconde, mais en fait tu peux pas rester pour contempler, pour regarder la technique, tu peux pas, parce que derrière toi il y a des gens qui attendent aussi pour prendre cette place et pour voir la Joconde. Donc en fait ce qui se passe, mais vraiment, c'est qu'en fait les gens ils attendent. Ah, mais ça gâche complètement le moment. C'est affreux. En fait, tu peux pas contempler la peinture. Et en fait, ça sert à quoi? C'est en fait, t'as juste les gens, du coup, ce qu'ils font, c'est bah ils se prennent en photo. C'est tout ce qu'ils font. En fait, ils font la queue et ils font un selfie devant la Joconde où ils demandent à ce qu'on les prenne en photo devant la Joconde et basta quoi. Et à côté, à gauche, à droite, il y a des panneaux qui expliquent brièvement la Joconde, mais forcément personne va les voir, etc. Et le fait qu'il y ait cette file avec les trucs noirs, etc., bah ça fait que on occulte complètement les peintures, les autres œuvres qui sont exposées à gauche et à droite. Enfin, c'est super mal foutu. En plus, il y a des trucs au Louvre, c'est mal indiqué. T'es là, tu tournes en rond, tu comprends même pas où tu vas malgré les plans. Enfin bref. Mais bon, il y a les peintures qui sont jolies et qui méritent d'être vues, notamment dans la salle où il y a le radeau de la Méduse, etc. La liberté guidant le peuple. Bon, cette salle, elle est belle. Et à côté, il y en a qui sont pas mal. Mais sinon, le Louvre, c'est chiant, quoi. Et puis en plus, enfin, au rez-de-chaussée, t'as toutes les boutiques. Je crois que je sais plus si t'as une annexe des Galeries Lafayette, mais t'as tous les trucs Kousmiti, compagnie. Enfin bref, enfin bref, le Louvre, c'est un peu relou. Mais le musée d'Orsay, c'est vraiment bien. Et quand ce sera rouvert, enfin, je vous conseille vraiment d'y aller si vous n'y êtes pas allé. C'est mon musée préféré. Il est vraiment génial. Vous allez y trouver du Van Gogh, vous allez y trouver Courbet, vous allez y trouver les impressionnistes, etc. Enfin, il est vraiment chouette ce musée. Et il y a aussi de la sculpture au rez-de-chaussée. Enfin, il est vraiment super bien. Je vous conseille vraiment le musée d'Orsay. Je reprends, mais je sais plus où est-ce que j'en étais. Alors, où est-ce que j'en étais? Van Gogh était une sensibilité, ça on l'a dit. On en était là, sur l'éclairage. Ok, on en était là. Je reprends. Et alors, du coup, je relis juste le paragraphe qu'on a déjà lu, mais là, on s'est arrêté. Van Gogh s'est représenté lui-même dans un très grand nombre de toiles, et si bien éclairées qu'elles fussent, j'ai toujours eu cette pénible impression qu'on les avait fait mentir sur la lumière, qu'on avait enlevé à Van Gogh une lumière indispensable pour creuser et se tracer sa route en lui. Et cette route, ce n'était pas le docteur Gachet, certes, qui était capable de la lui indiquer. Mais je l'ai dit, il y a dans tout psychiatre vivant un répugnant et sordide atavisme qui lui fait voir dans chaque artiste, dans tout génie devant lui, un ennemi. Et je sais que le docteur Gachet a laissé dans l'histoire en face de Van Gogh qu'il soignait
et qui finit par se suicider chez lui, le souvenir de son dernier ami sur Terre, d'une espèce de providentiel consolateur. Je pense pourtant, plus que jamais, que c'est au docteur Gachet d'Auvers-sur-Oise que Van Gogh a dû, ce jour-là où il s'est suicidé à Auvers-sur-Oise, dis-je, de quitter la vie. Car Van Gogh était une de ces natures et d'une lucidité supérieure qui leur permet, en toutes circonstances, de voir plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits. Je veux dire de la conscience que la conscience a pour d'habitude d'en garder. Au fond de ses yeux, comme épillés de boucher, Van Gogh se livrait sans désemparer à l'une de ces opérations d'alchimie sombre qui ont pris la nature pour objet et le corps humain pour marmite ou creuset. Et je sais que le docteur Gachet trouvait toujours que ça le fatiguait. Ce qui n'était pas chez lui l'effet d'un souci médical simple, mais l'aveu d'une jalousie aussi consciente qu'inavouée. C'est que Van Gogh en était arrivé à ce stade de l'illumanisme, où la pensée en désordre reflue devant les décharges envahissantes de la matière, et où penser n'est plus s'user et n'est plus, et où il ne reste que de ramasser corps, je veux dire entasser des corps. Ce n'est plus le monde de l'astral, c'est celui de la création directe qui est repris ainsi par-delà la conscience et le cerveau. Et je n'ai jamais vu qu'un corps sans cerveau ait été fatigué par d'inertes trumeaux. Trumeaux de l'inerte, ces ponts, ces tournesols, ces ifs, ces cueillettes d'olives, ces fenaisons. Elles ne bougent plus. Elles sont figées. Mais qui pourrait les rêver plus dures sous le coup d'un tranchoir à vif qui en a décelé l'impénétrable tressaillement. Non, un trumeau, docteur Gachet, n'a jamais fatigué personne. Ce sont des forces de forcenés qui reposent sans faire bouger. Je suis aussi, comme le pauvre Van Gogh, je ne pense plus, mais je dirige chaque jour de plus près de formidables ébullitions internes, et il ferait beau voir qu'une médecine quelconque vienne me reprocher de me fatiguer. On devait à Van Gogh une certaine somme d'argent, au sujet de laquelle nous raconte l'histoire. Van Gogh, depuis plusieurs jours déjà, se fabriquait un mauvais sang. C'est la pente des hautes natures, toujours d'un cran au-dessus du réel, de tout expliquer par la mauvaise conscience, de croire que rien, jamais, n'est dû au hasard, et que tout ce qui arrive de mal arrive par l'effet d'une mauvaise volonté consciente, intelligente, et concertée. Ce que les psychiatres ne croient jamais, ce que les génies croient toujours. Quand je suis malade, c'est que je suis envoûtée. Et je ne peux pas me croire malade si je ne crois pas, d'autre part, que quelqu'un a intérêt à m'enlever la santé et profite de ma santé. Donc là, en fait, on voit que Artaud il est complètement torturé aussi par tout ce qui est l'idée religieuse. Enfin, il a écrit, comme je vous l'ai dit, pour en finir avec le jugement de Dieu, etc. Mais là, on a un peu, on a quelque chose de divin, quoi, qui arrive ici. Van Gogh aussi croyait qu'il était envoûté et il le disait. Et moi, je crois pertinemment qu'il l'était. Et je dirai par où et comment un jour. Et le docteur Gachet fut ce grotesque cerbère, ce sagneux et purulent cerbère, veste d'azur et linge haut glacé, mis devant le pauvre Van Gogh pour lui enlever toutes ses saines idées. Car si cette manière de voir qui est saine était répandue unanimement, la société ne pourrait plus vivre. Mais je sais quels sont les héros de la terre qui y trouveraient leur liberté. Van Gogh ne sut pas secouer à temps cette espèce de vampirisme de la famille, intéressée à ce que le génie de Van Gogh, peintre, s'entint à peindre, sans en même temps réclamer la révolution indispensable à l'épanouissement corporel et physique de sa personnalité d'illuminé. Et il y eut entre le docteur Gachet et Théo, le frère de Van Gogh, combien de ces
conciliabule puant des familles avec les médecins chefs des asiles d'aliénés au sujet du malade qu'ils leur ont amené. Surveillez-le, qu'il n'ait plus toutes ses idées. Tu entends? Le docteur l'a dit. Il faut perdre toutes ses idées. Ça te fait du mal. Si tu continues à y penser, tu resteras interné à vie. Mais non, Monsieur Van Gogh, revenez à vous-même, voyons. C'est le hasard. Et puis, il ne fut jamais bon de vouloir regarder ainsi dans les secrets de la Providence. Je connais monsieur Untel. C'est un très brave homme. C'est votre esprit de persécution qui vous reprend de croire qu'il fait ainsi de la magie en secret. On vous a promis de vous payer cette somme, on vous la paiera. Vous ne pouvez pas continuer ainsi de vous obstiner à attribuer ce retard à de la mauvaise volonté. Ce sont là de ces douces conversations de psychiatres bonhommes qui n'ont l'air de rien, mais laissent sur le cœur, comme l'homme, la trace d'une petite langue noire, la petite langue noire anodine d'une salamandre empoisonnée. Et il n'en faut pas plus quelquefois pour amener un génie à se suicider. Il arrive des jours où le cœur sent si terriblement l'impasse qu'il en prend comme un coup de bambou sur la tête cette idée qu'il ne pourra plus passer. Car c'est pourtant bien après une conversation avec le docteur Gachet que Van Gogh, comme si de rien n'était, est rentré dans sa chambre et s'est suicidé. J'ai passé 9 ans, moi-même, dans un asile d'aliénés, et je n'ai jamais eu l'obsession du suicide. Mais je sais que chaque conversation avec un psychiatre, le matin, à l'heure de la visite, me donnait l'envie de me pendre, sentant que je ne pourrais pas l'égorger. Et Théo était peut-être matériellement très bon pour son frère, mais cela n'empêche qu'il le croyait délirant, illuminé, halluciné, et s'évertuait, au lieu de le suivre dans son délire, de le calmer. Qu'il soit mort, je suis désolée pour le bruit que vous avez en fond, vous avez l'habitude, c'est mon lapin, je suis désolée. Et Théo était... Pardon, ça on l'a lu. Qu'il soit mort après de regrets, qu'importe. Ce à quoi Van Gogh tenait le plus au monde était son idée de peintre, sa terrible idée fanatique, apocalyptique, d'illuminer. Que le monde devait se ranger sous le commandement de sa matrice à lui, reprendre son rythme compressé, antipsychique, d'occultes fêtes en place publique, et devant tout le monde, remis dans la surchauffe du creuset. Cela veut dire que l'apocalypse, une apocalypse consommée, couve à cette heure dans les toiles du vieux Van Gogh martyrisé, et que la terre a besoin de lui pour ruer de la tête et des pieds. Il nous reste 2 petites pages, et après on s'arrêtera là, on reprendra plus tard. Donc je finis ces deux courtes pages. Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir, en fait, de l'enfer. Et j'aime mieux, pour sortir de l'enfer, les natures de ce convulsionnaire tranquille que les grouillantes compositions de Bruegel, le vieux ou de Jérôme Bosch, qui ne sont, en face de lui, que des artistes. Là où Van Gogh n'est qu'un pauvre ignare, appliqué à ne pas se tromper. Mais comment faire comprendre à un savant qu'il y a quelque chose de définitivement déréglé dans le calcul différentiel, la théorie des cantats où les obscènes et si niaisement liturgiques ordalies de la précession des équinoxes, de par cet étredon rose crevette que Van Gogh fait si doucement mousser à une place élue de son lit, de par la petite insurrection vert véronaise, azur trempé de cette barque devant laquelle une blanchisseuse d'Anvers-sur-Oise se relève de travailler, de par aussi ce soleil vissé derrière l'angle gris du clocher du village, en pointe là-bas, au fond, devant cette masse énorme de terre qui, au premier plan de la musique, cherche la vague où se congeler. Alors là, il y a quelque chose en langue étrangère. Je ne sais pas si on doit prononcer ça à la latine ou à la française. Donc, je ne sais pas si le V, on doit le prononcer le V ou W comme en latin. Et je vais faire le choix de prononcer ça à la latine, mais peut-être que je me trompe. O wio profe, o wio proto, o wio loto, o tété. Et là, TT, c'est écrit comme du T, en fait, mais 2 fois. Alors non, on ne dit pas incipit ou incipit, c'est
insipide. Allez, dernier paragraphe. Décrire un tableau de Van Gogh, à quoi bon? Nulle description tentée par un autre ne pourra valoir le simple alignement d'objets naturels et de teintes auxquels se livre Van Gogh lui-même, aussi grand écrivain que grand peintre, et qui donne à propos de l'œuvre décrite l'impression de la plus abasourdissante authenticité. Donc fin du paragraphe, et je vous propose qu'on s'arrête là donc pour aujourd'hui. Et les prochaines lectures, alors il nous reste combien de pages? Ça va très très vite à lire. Hein. Il nous restera une autre partie, un autre post-scriptum. Et la fin, c'est page 93. Et là, on en est à la page 62. Donc ça veut dire qu'il nous restera à peu près 30 pages, en sachant que là, du coup, on en est à la page 61. Et on a commencé à la page... page 25. Oui, c'est ça. On a commencé à la page 25, donc on a lu 40 pages et il nous restera 30 pages. Donc, en un autre stream, ce sera fait. On aura terminé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'avez-vous pensé de cet essai? Et si ça ne vous a pas perdu. C'est un peu la question fatidique, comme quand les profs ils nous demandent à chaque fois alors, avez-vous des questions? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'en fait on est là, on sait pas quoi répondre, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi poser comme question. C'est un peu le même effet. Oui, alors bah si je me suis pas trompée, enfin dans tous les cas j'ai fait enregistrer et alors il faudra juste que je fasse, je pense, terminer l'enregistrement uniquement. Je pense qu'il faudra que je clique là-dessus pour terminer l'enregistrement comme c'est tout simplement écrit. Mais juste après, je sais pas trop comment le gérer. Je vais essayer de voir vu que j'ai jamais fait. Donc j'espère que je vais réussir à peu près à me débrouiller avec ça. En tout cas, je suis assez contente que ça vous ait plu. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, hein, Artaud c'est très particulier. Toutes les images sexuelles, anales, etc., d'excréments aussi qu'on peut avoir. Mais c'est pas que ça. On le résume souvent à ça parce que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas étudié, on sait pas, je sais pas pourquoi il n'est pas étudié Artaud. Mais vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais ici, ce que j'aime bien, c'est vraiment toute la vision que ça nous donne de la peinture et vraiment, quand on reverra, enfin, des peintures de Van Gogh ou quoi que ce soit, le fait de plus les voir de la même façon. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Et je verrai si, une fois qu'on aura fini ce livre, si on verra si je vous lis d'autres œuvres d'Artaud un petit peu plus Artaud en quelque sorte. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'être resté pour écouter et c'est vraiment cool. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère ne pas faire de fausses manips et réussir à bien enregistrer, bien enregistrer ce stream. Allez, j'embrasse tout le monde et bonne soirée. Salut!